Tous, on va reprendre et finir Fête fatale de William Katz. Chapitre 17. Marty rentra à 18h30. Samantha s'était remise et avait retrouvé ses forces pour l'accueillir. Elle portait une longue robe de velours bleu qui mettait en valeur ses magnifiques cheveux châtains et le pendentif de Marty. Elle n'avait jamais été aussi belle, n'avait jamais offert un spectacle aussi inoubliable. Oh, tu es superbe, lui dit-il. Elle lui sourit et s'écarta afin qu'il puisse voir les transformations opérées dans l'appartement pour cet événement qui lui avait demandé des semaines de préparation. Elle jeta un coup d'œil à l'un des plis de sa robe qui dissimulait la bombe paralysante. « Hé !» dit Marty sur le pas de la porte. « C'est le pays des merveilles !» Il embrassa Samantha avec un empressement exceptionnel. Toute personne les regardant aurait pensé qu'ils formaient un couple heureux et sans nuages. Marty aussi jouait la comédie et était aussi bon acteur que Samantha. « Je suis contente que tu sois rentré. »« Non, pardon. Je suis contente que tu sois heureux, » lui dit-elle. « Je n'ai pas de mots pour décrire mon bonheur. J'ai quelque chose pour toi. »« Bonsoir, Val, » ajouta-t-il. « Pour moi? Le jour de ton anniversaire? Encore? » « Ce n'est pas exactement de ma part, » dit-il en lui tendant le portrait. « Mes employés m'avaient préparé une petite fête surprise ce matin au bureau et m'ont offert ceci. »« Marty, ils t'ont donné cela? Cela me ressemble-t-il? » ?»« Tout à fait, c'est un excellent travail. Cela te plaît? » ?»« Bien sûr. C'est très gentil de leur part. Où allons-nous l'accrocher? » ?»« Dans mon bureau. Je l'ai apporté ce soir pour te le montrer, mais j'installerai dès demain derrière mon bureau. » Entendait-elle bien? Crosswad, Loggins et leur équipe avaient-ils entendu la même chose? Marty avait l'intention de rapporter ce portrait dans son bureau le lendemain matin. Est-ce une forme de sadisme ou une nouvelle lubie? Tu penses que c'est un bon endroit derrière ton bureau? J'ai essayé ce matin, c'était superbe, dit-il ravi de cette plaisanterie. Plaçons-le là dans ce coin pour que tout le monde puisse l'admirer, suggéra Samantha. Je veux que tous nos invités sachent que c'est le cadeau de ton personnel. Marty l'installa à l'endroit convenu, puis saisit son attaché case et se dirigea vers la chambre. Samantha l'observa, comme le lui avait recommandé Crosswade. Il tenait sa sacoche très serrée. Voilà pourquoi Crosswade n'avait pas trouvé d'armes dans l'appartement, se dit-elle. Elles étaient là-dedans. Elle n'osait pas regarder avec trop d'insistance pour ne pas attirer les soupçons de Marty. « Veux-tu que je range ta sacoche ?» demanda-t-elle dans l'espoir d'attirer l'attention de Crosswade. Tu n'es pas ma bonne que je sache. Je veux faire plaisir à mon grand garçon pour son anniversaire. Ta sacoche a l'air lourde. Bah, des paperasses pour le boulot. Je n'en peux plus d'impatience, ajouta-t-il. Et toi? Moi aussi. Je vais me laver et me changer, dit-il en s'enfermant dans la chambre. Samantha regarda longuement le portrait. Il était vraiment fidèle, et dans d'autres circonstances aurait été du plus bel effet derrière le bureau de Marty. Il en aurait parlé aux personnes qui lui rendaient visite et ce serait devenu un objet de famille. Et dans la situation actuelle, il finirait probablement dans les bureaux de la police comme pièce à conviction. Toutes les personnes chargées de l'intendance qui étaient sorties dîner revenaient l'une après l'autre. Les invités devaient arriver à 19h45. Samantha mit la dernière touche aux préparatifs. Les plats étaient prêts et n'avaient plus qu'à être réchauffés. Les musiciens donnèrent le signal en entamant les premières notes. Samantha ressentit une certaine émotion, comme s'il s'agissait d'une vraie fête. Elle avait un besoin pressant de rêver, de faire semblant, de rendre cette réalité aussi supportable que possible. Elle savait qu'un meurtrier dangereux se trouvait dans la chambre et qu'elle était sa victime, mais que là, dans le salon, avait lieu une fête. Pendant un court instant, elle imagina une soirée tout à fait différente, dont les invités ne seraient que des parents, des jeunes femmes que Marty avait tuées dans des excès de vengeance maladive. Ne serait-il pas normal que ces personnes assistent à l'arrestation? Un coup de sonnette ramena Samantha à la réalité. Il n'était que 19h03. Qui osait arriver aussitôt? Samantha alla ouvrir la porte tandis que l'orchestre entonnait le premier air. C'était Tom Edwards qui venait proposer son aide. Ce type était bien la seule personne qui avait aidé Samantha dans cette période difficile, avec sa simplicité naïve, un peu vieux jeu. C'est très gentil, mais je n'ai pas besoin d'aide. Reposez-vous un instant. Moi? Impossible,
dit-il en admirant les décorations. Oh, mais quelle classe! Mais c'est une soirée royale! L'orchestre termina le premier morceau et attendit l'arrivée des nouveaux hôtes pour poursuivre. Malgré l'interdiction de Samantha, Tom s'affaira à droite et à gauche. Elle observa du coin de l'œil, se disant qu'elle aimait vraiment beaucoup. Marty se rasa et se lava après avoir glissé son attaché-case sous le lit. Puis il enfila une chemise bleue, sa seule concession à la soirée alors qu'il aurait voulu porter un pantalon kaki et une chemise à carreaux, comme lors de ses précédents crimes. Hé hey cria-t-il à Tom. Bah, que fais-tu là? Je donne un coup de main. Allons, viens boire un verre. Tu crois que j'ai accepté que mon meilleur ami mette la main à la pâte? C'est une perle fine, dit Samantha. Sans lui, je me serais effondrée. Oh, je suis jaloux. Je n'aime pas beaucoup cela. Je crois qu'elle est au courant de notre liaison, dit Tom en adressant un clin d'œil à Samantha. Ils plaisantèrent encore quelques minutes, puis Orbach, sans les prévenir, se mit à faire les gros plans de Samantha et de Marty avant la soirée. Le téléphone sonna. Oh, je suis vraiment désolée. Marty va être très déçu, dit Samantha. J'espère que vous irez mieux. C'était un journaliste de New Jersey qui s'excusait. C'est un menteur, dit Marty. Il n'assiste jamais aux soirées. J'étais sûre qu'il ne viendrait pas. Quelques invités arrivèrent en avance parce qu'ils venaient directement de leur bureau. L'orchestre se mit à jouer dans un brouhaha de plus en plus intense. 19h45. L'heure H. Les amis de Marty arrivaient en flot ininterrompu. Il était radieux, elle aussi. Nul n'aurait pu deviner ce qui se passait dans leur tête. Personne non plus ne se doutait que tout était enregistré, que tous les gestes, tous les mouvements étaient observés de l'autre côté de Central Park. Les 3 grandes tables étaient couvertes de plats et de bouteilles et des garçons passaient des plateaux dans l'assistance. Les cadeaux s'entassaient dans un coin de la pièce et Marty se rendit compte qu'il lui faudrait ouvrir plus de 30 paquets avant la fin de la soirée. Il veilla à faire admirer le portrait de Samantha à chaque invité. Une dame s'émerveilla sur la chevelure. Oh là 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 là! Je ne m'étais jamais rendu compte, commenta-t-elle. Qu'elle était aussi rousse! Châtain, rectifia-t-il. Ce soir-là, tout particulièrement, il ne tolérait aucune approximation. 20h36. Plus de 70 personnes se pressaient dans l'appartement, où l'air se faisait rare. Marty alla ouvrir une fenêtre. Le dîner est servi, annonça le maître d'hôtel. Les gens vinrent s'asseoir à table, transportant leurs verres avec eux et tentant d'être saisis par la caméra d'Orbach. C'était en effet l'anniversaire de Marty, mais c'était aussi pour beaucoup une manifestation professionnelle, une occasion d'être vu en présence de représentants du monde des médias, de gens qui pourraient leur permettre d'avancer dans leur carrière. En d'autres circonstances, Marty aurait étudié les manœuvres de certains, les compliments hypocrites et les commérages des autres. Mais dans le cas présent, il ne pensait qu'à la manière dont il allait attaquer Samantha. Il savait qu'il le ferait lorsqu'elle serait couchée. C'était le plus facile, le plus rapide et le moins bruyant. Une soirée spectaculaire, lui dit Léonard Ross, en lui donnant une grande tape dans le dos. Tout à fait spectaculaire. Merci d'avoir apporté le portrait. A-t-il plu à Sam? Elle l'a adoré, Hélène. Tout le monde l'a trouvé superbe. Ross donna une seconde tape à Marty dans le dos. Il était satisfait de son comportement à l'égard de son patron. Marty alla s'asseoir près de Samantha en extrémité de table, non loin de Lynn et de son mari. Dès que tous les invités eurent pris place, Tom Edwards frappa une petite cuillère contre son verre. Je vous demande une minute d'attention, s'il vous plaît. Pour Marty, c'était la répétition de la fête du matin. Le silence se fit, c'était la tradition. Hobart lui-même se fit tout petit. Tom se leva et brandit son verre. Je propose un toast en l'honneur du 40e anniversaire de Marty. Tous les invités se levèrent. Et un autre toast pour Samantha, sans qui Marty ne serait rien. Quelques éclats de rire, puis des applaudissements fusèrent. Puis-je répondre demanda Marty. Non plaisanta quelqu'un. Le ton était donné, la soirée serait réussie. Je demande à être écouté. Je veux moi aussi porter un toast. À vous tous, mes amis, qui faites de cette soirée un événement inoubliable. Chacun pensait que Marty dirait quelque chose de sérieux à propos de ses parents ou
de ses débuts difficiles, mais il se tourna lentement vers Samantha et leva son verre. Il y a un peu plus d'1 an, ma vie était vide, dit-il. Et puis cette dame est apparue et tout s'est illuminé. Sans elle, ce 40e anniversaire serait triste, ne signifierait rien. Avec elle, je suis au comble du bonheur. À la tienne, Sam. Il leva son verre en la regardant. Certains yeux s'embrumèrent dans ceux de Sam. Plus loin, Spencer Crosswad, Arthur Loggins, le sergent Young et 2 autres officiers de police écoutaient. « C'est honteux !» dit Crosswad. « Il la méprise !»« Je me demande ce qu'elle pense, dit Loggins. « Que peut-elle en penser ? Son mari lève un verre en son honneur alors qu'elle sait qu'il va essayer de la tuer dans quelques heures. Il s'amuse. Je suppose que les assassins ont le droit de s'amuser aussi. » Mais Samantha n'était guère préoccupée par ce double aspect de sa personnalité. Elle était obnubilée par l'heure. 20h59. Dans un peu plus de 3 heures, tout serait terminé. Toute l'assistance s'était mise à chanter, accompagnée par le petit orchestre. L'ambiance joyeuse avait gagné tous les invités. Puis-je avoir aussi un instant d'attention ? Cette voix était plus faible que les précédentes, et malgré les efforts de Samantha pour se maîtriser, plus tremblante aussi. Je voudrais dire quelque chose. C'est la soirée de Marty. Marty est un type formidable, et comme vous venez de l'entendre, un art parfait. Il est en fait tellement parfait que ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait qu'un Marty. Oui, oui, cria-t-on dans l'assistance. Je savais que vous seriez d'accord avec moi, et j'ai pensé qu'il était temps de remédier à cette situation. Alors, avec l'aide de Marty, dit-elle avec un grand sourire en le regardant. À la tienne, papa. Pendant un instant, le silence fut total. Samantha se mordit les lèvres comme pour se contrôler. Marty était immobile, sans réaction. Tous les regards étaient fixés sur lui, tout comme la caméra d'Urbach. Les réactions fusèrent alors. « C'est merveilleux! Félicitations !» Marty se dérida enfin et, avec un large sourire radieux, se tourna pour embrasser Samantha. L'orchestre avait entonné Dodo l'enfant d'eau. C'était un moment fort, chaleureux et émouvant. Mais Samantha était ailleurs. Cela ne signifiait rien pour elle, absolument rien, puisque son bébé n'aurait pas de père. Marty tentait de résister à une véritable tempête intérieure. Il était incapable de faire face à tout. Mais c'était la pire des nouvelles. Voilà quelque chose que maman aurait pu faire. Un bébé, mon bébé, dans le corps de cette femme. Il avait du mal à entendre. Mais non, c'était bien cela. Il avait même souri et embrassé maman. Tout était changé. Tout. Samantha n'allait pas mourir seule. Il y avait aussi le bébé. Mais est-ce important ? Devait-il se soucier de ce petit fœtus ? Bien sûr, car c'était le premier descendant direct de papa. Le sang de papa coulerait dans ses veines. Peut-être aurait-il les mêmes traits que lui, les mêmes yeux tendres, la même voix. Peut-être serait-il aussi généreux que lui. Peut-être enfin Marty aurait-il l'impression de revoir papa en le regardant. Pour la première fois depuis qu'il était la proie de la schizophrénie à date fixe, Marty hésitait. Il devait tuer Samantha. Il l'avait épousée parce qu'elle incarnait l'image de sa mère dans son esprit, parce qu'elle était parfaite pour ce rôle de dernière victime qu'il lui avait attribué. Il était impensable de faillir aux promesses qu'il avait faites à papa dans ses lettres et au cours de ses visites au cimetière, et de laisser Samantha sortir indemne de ce 5 décembre. Mais ce bébé, Marty ne portait-il pas atteinte à papa en supprimant son descendant direct ? Papa ne serait-il pas plus en colère que fier ? Pourquoi ne parvenait-il pas à lui signifier ses désirs ? Marty savait que c'était impossible et qu'il devait prendre la décision tout seul. Il reçut les félicitations et les vœux de ses amis. Merci, ne cessait-il de dire. Merci, c'est merveilleux. Oui, c'est une surprise totale. Non, non, je n'ai pas de prénom en tête, pas encore. Marty adressa un large sourire à Orbach. Merci pour ton suivi, Queenie, c'est gentil. Qui fixa sa caméra sur lui.
Oh, c'est le plus beau jour de ma vie, dit-il haut et fort. Il haïssait Samantha, aujourd'hui plus encore. Il voulait la tuer, il la regardait mourir, mais elle portait l'héritier de papa, et tout avait changé. Chapitre 18. Pour Marty, l'heure était devenue une obsession. Il voulait voir la soirée se terminer. Tous ces gens prendre congé, et le 5 décembre prendre fin. Il était toujours sous l'effet du choc qu'il avait éprouvé après l'annonce de Samantha. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il continua à sourire, à serrer des mains, à écouter des histoires de bébés, mais ses yeux se posaient alternativement sur le ventre de Samantha, puis sur sa montre. L'épouvantable Léonard Ross remarqua son manège. Dis donc, Marty, vous avez un rendez-vous? Je constate simplement que le temps file à toute allure, dit-il en hochant la tête triste. Je voudrais que cette soirée ne se termine jamais. Bah, vous en avez le souvenir, vous pourrez la raconter à vos enfants. Oui, c'est vrai, Hélène. Il était 22 heures. C'est merveilleux, n'est-ce pas, chérie? Samantha jouait toujours le rôle qu'elle devait tenir dans cette pièce et qui était retransmis par les micros dissimulés un peu partout. Bah, c'est plus que merveilleux. Nous raconterons cette soirée à notre enfant. Martine n'aimait pas beaucoup emprunter ses commentaires aux autres, mais à cet instant précis, il ne voyait pas la nécessité d'être original. J'ai l'intention de prendre quelques dispositions financières dès demain matin, poursuivit-il. Je veux que notre enfant grandisse à l'abri du besoin. Marty était sincère. S'il se décidait à épargner Samantha, il voulait prendre des dispositions pour que son enfant n'ait pas à lutter, comme il avait dû le faire pour lui assurer la sécurité. Son fils aurait un avenir professionnel solide et un père qui s'occuperait de lui. Et surtout, il ne devrait pas vivre avec une psychose qui l'obligerait à tuer des femmes ressemblant à sa mère. Si Samantha devait vivre, et avec elle le bébé, Marty serait un père parfait. 22h30. Il était en sueur. Son front, son visage luisait comme s'il revenait d'une séance de jogging ou d'une promenade à vélo. Samantha, qui bavardait avec des amis, ne manqua pas de le remarquer. Oh, thank you very much. Marty, qu'y a-t-il? C'est l'excitation, je suppose. Tu ne te sens pas bien? Si, très bien. Mais c'était trop. Plusieurs de leurs amis faisaient cercle autour d'eux. Un peu d'eau? Proposa l'un d'entre eux inquiet. Non, merci, tout va bien. Marty était furieux d'attirer l'attention sur lui. Il voulait avoir l'air normal, détendu, heureux. C'est plutôt à toi qu'il faudrait demander comment tu te sens, dit-il à Samantha. Je me porte à merveille. Assieds-toi, tu respires pour deux maintenant. Elle vint s'asseoir près de lui en souriant. Il passa son bras autour d'elle. Tu t'occuperas toujours de moi lorsque le bébé sera là, demanda-t-il à haute voix pour être sûr d'être entendu par les amis qui étaient près d'eux. Plus du tout, plaisanta Samantha. Ah, c'est bien ce que je pensais. Le père disparaît dans l'oubli. Pense aux factures que tu vas avoir le plaisir de payer, lança quelqu'un. Bah, j'y pense. Si c'est une fille, il me faudra un second emploi pour joindre les deux bouts. Les plaisanteries continuaient et Marty était toujours en sueur. 22h53. Peut-être devrions-nous donner le signal de la fin, proposa-t-il à Samantha. C'est un jour de semaine. Les gens seront fatigués demain. C'était effectivement une bonne raison, mais son principal souci était l'heure. Dans 67 minutes, le 5 décembre sera terminé. Samantha ne voulait pas voir la soirée s'achever. Elle aurait arrêté le temps pour éviter de se retrouver seule avec Marty. Elle ne lui répondit pas et fit mine d'être absorbée dans une conversation avec un invité. Marty se dirigea donc vers Tom Edwards, qui était plongé dans une discussion sur les vins français avec les serveurs. Tom, donnons le signal de la fin. Peux-tu faire quelques allusions? Bien sûr. Samantha, que la panique faisait pâlir de minute en minute, lui paraissait épuisée. Il était 23h01.
Ah, quelle merveilleuse soirée, dit Tom à un ami. Mais il est terriblement tard, il faut travailler demain matin. Le signal étant donné, tout le monde comprit que la soirée se terminait. La longue cérémonie des adieux commença alors. Marty regarda l'amoncellement de paquets dont certains venaient de boutiques chics de la 5e avenue. Mais il n'a pas ouvert ses cadeaux s'exclama quelqu'un. Les invités pressés de prendre congé ne relevèrent pas la remarque. 23h08. L'orchestre et les serveurs étaient partis. Samantha avait prévu de faire enlever les tables et le matériel le lendemain. 23h13. Il ne restait plus que quelques traînards, dont Léonard Ross, qui voulait faire impression en dissertant sur le plaisir qu'il avait eu à assister à cette soirée inoubliable. Marty trouva son insistance insupportable. Si je m'écoutais, Hélène, lui dit-il, j'aimerais que nous terminions la nuit ensemble avec toute notre petite équipe restreinte. Mais je vous renvoie, car je ne veux pas que vous affrontiez ce mauvais temps plus tard dans la nuit. Ross ne pouvait pas refuser. Avec la cordialité d'un diplomate de haut niveau, il distribua quelques remerciements et compliments avant de prendre congé. 23h19. Il ne restait plus que Tom Edwards, affalé dans un fauteuil, un cocktail à la main. Samantha comprit qu'il avait envie de partir, le dernier. Il avait participé aux préparatifs de cette soirée et il se considérait en fait plus comme un membre de la famille que comme un ami. Samantha, qui lui rendait bien son affection, alla s'asseoir près de lui. Quand commence-t-on à s'amuser demanda-t-il. Si vous n'êtes pas content, cher ami, allez voir ailleurs. Qu'est-ce que j'entends? Une dispute demanda Marty. Ben non, dit Tom. J'ai jamais assisté à une fête aussi grandiose. Merci, mais il faut en remercier d'abord l'instigatrice. Tom et Lynn m'ont beaucoup aidé, dit Samantha. Je n'aurais pas pu tout faire toute seule. Mais si, ça, vous avez fait l'essentiel toute seule. Vous êtes une super femme. Marty ne cessait de regarder nerveusement sa montre. Bon, j'y vais, dit Tom. Sinon, je serai une log demain matin. Et je suis très content de partir le dernier. Cela me donne une certaine importance. Il s'extirpa péniblement de son fauteuil. J'ai un client qui doit venir à 9h du matin. L'un de ses cadres supérieurs qui est muté à New York. Il va avoir un sacré choc lorsqu'il va découvrir le prix des appartements ici. D'où vient-il demanda Marty. De Denver, il aurait mieux fait d'y rester. Bien, mes amis, c'était une soirée inoubliable. Vous avez toute la nuit pour ouvrir les paquets. Si vous n'aimez pas mon cadeau, donnez-le-moi. Moi, je l'aime bien. Tant pis s'il est jaloux, ajouta-t-il en embrassant Samantha. J'embrasse toujours la maîtresse de maison. Tom, faites bien attention en rentrant. Que dirais-tu d'aller jouer au tennis ce week-end proposa Marty. D'accord, samedi matin. Tom se dirigea vers l'ascenseur qui arriva immédiatement. Il disparut. Samantha était donc seule avec cet homme qu'elle aimait et redoutait à la fois. Dans l'appartement d'à côté, Crosswade et ses hommes montaient la garde près du haut-parleur qui diffusait tout ce qui se passait dans l'appartement de Samantha. Crosswade était resté en contact téléphonique avec ses autres observateurs postés de l'autre côté du parc, mais il savait que leur rapport cesserait dès que les rideaux seraient tirés. Pendant quelques instants, après le départ de Tom, ni Marty ni Samantha ne parlèrent. Marty se contenta de jeter un coup d'œil nostalgique sur l'appartement. Samantha observait le moindre de ses mouvements, de ses regards. Mais il était impassible. Elle ignorait qu'il n'avait toujours pas pris de décision. Il était 23h31, et il n'avait pas choisi entre le rôle de père et celui du bourreau. Soudainement, il se précipita sur Samantha avec un sourire tendre et des larmes plein les yeux. Il l'embrassa, puis fit un pas en arrière pour la regarder, comme il l'avait fait le jour de leur mariage. Puis-je te remercier? Mais tu n'as pas à me remercier, Marty. Si, Sam. On ne m'a jamais autant donné. Personne ne m'a jamais rien donné de tel. Je ne te quitterai jamais, Sam. Il y a très peu de mariages heureux, et il se trouve que le nôtre en est un. Cela ne se terminera jamais, pensa Samantha. Il jouera la comédie jusqu'au bout.
Hum, hum, hum. Je tiens à faire ce voyage si cela ne présente pas de risque pour toi. Je suis sûre que tout ira bien, et je demanderai au médecin si tu veux. J'espère que ce sera une fille. Elle te ressemblera. Et si c'est un garçon et qu'il te ressemble, tu seras déçu? Je préférerais une fille, dit-il, les yeux toujours larmoyants. Quelle surprise! Quelle soirée! Dis, il faudrait que je suive ce cours de préparation à l'accouchement destiné au futur père. Oui, j'ai tous les renseignements. J'aurais aimé avoir une famille avec laquelle partager cette joie, dit-il dans un excès soudain de mélancolie. Je comprends, mais tu verras, nous en créerons une, et rien ne nous séparera jamais. Samantha ne comprenait pas pourquoi Marty lui disait tout cela. Pourquoi il insistait ainsi? Cela faisait-il partie du rituel qui devait se dérouler avant le meurtre? Oui, c'est vrai. Nous bâtirons notre famille. Peut-être pourrons-nous aller acheter un landau et des affaires bébés samedi après le tennis. Ça me paraît un peu tôt. Trop tôt pour mon enfant? D'accord. Nous irons samedi. 23h35. L'heureux papa a intérêt à dormir un peu. Ah, pardon. L'heureux papa a intérêt à dormir un peu, et j'ai une lourde journée demain, Je vais ranger, dit Samantha. Marty alla dans la chambre tout aussi hésitant. Il aimait parler du bébé, mais il était également animé par un profond désir de vengeance. Il lui fallait prendre une décision, et il était paralysé. Il jeta un coup d'œil sous le lit pour vérifier son attaché case. Il y était toujours. Mais cela ne l'aida pas à se décider. 23h38. Il commença à se déshabiller mécaniquement et à poser soigneusement ses vêtements sur une chaise. Puis il enfila son pyjama et attendit Samantha. Elle arriva peu après, tout étonnée de retrouver Marty en tenue de nuit. Cela faisait-il aussi partie du rituel? Tu dois être vraiment fatigué, lui dit-elle. J'aurais plutôt pensé qu'avec toute cette excitation, tu n'arriverais pas à dormir de la nuit. Je suis pas sûre pouvoir trouver le sommeil. Veux-tu du lait chaud? Cela te calmera peut-être. Non, ce serait une triste manière de terminer cette soirée. Tout d'un coup, Marty se leva et alla vers l'extrémité du lit. Samantha vit alors que l'attaché case était caché sous le lit. Son cœur se mit à battre à toute allure lorsqu'elle vit Marty le saisir et l'ouvrir. Elle était prête à prononcer les mots qui déclencheraient l'intervention de Crosswade et à saisir la lampe en cuivre ou à la bombe pour se défendre. Elle entendit fouiller dans ses papiers puis en ressortir son peigne d'un geste lent. J'ai pas trouvé le peigne dans la salle de bain, expliqua-t-il. J'ai cherché partout. Samantha poussa un long soupir de soulagement. Tu ne te sens pas bien? Lui demanda-t-il. Moi aussi. Je suis épuisée par toute cette excitation. Sam, assieds-toi. Tu dois prendre soin de toi. Samantha alla s'asseoir sur le lit. Tu as peut-être glissé l'autre peigne dans l'une de tes poches par erreur, suggéra-t-elle. Oui, c'est possible. Mon anniversaire est presque terminé, dit-il sur le ton d'un petit garçon triste. Je sais. Je ne veux pas que cela se finisse. C'est très important pour moi. Instinctivement, Samantha se leva et s'approcha de la lampe de chevet. Bah, pourquoi tu te lèves? J'ai la jambe engourdie. Il faut que je bouge un peu, inventa-t-elle rapidement. Cela ne t'est jamais arrivé? Non, c'est probablement à cause de la grossesse. Marty eut l'air de se calmer, mais son étrange regard d'hostilité ne l'avait pas quitté. Samantha prit peur à nouveau. Elle se dit que la prochaine fois qu'il saisirait sa serviette, ce ne serait pas pour prendre un peigne. Elle jeta un coup d'œil au micro, comme pour s'assurer que Crosswade remarquait bien le changement d'expression de Marty. 23h46. Ta jambe n'est plus engourdie? Presque plus. Parfait. Préparons-nous à charger, dit Crosswade à son équipe. Les hommes sortirent de l'appartement en vérifiant leurs armes. Mon Dieu, elle n'a pas ouvert le verrou. Leur porte est fermée. Crosswade en avait la clé, mais savait qu'il risquait de perdre ainsi des secondes précieuses. Il était affolé de ne pouvoir tenir sa promesse de protéger complètement Samantha. Il lui fallait décider. Soit il attendait que Marty agisse, soit il entrait sur le champ et évitait un meurtre, mais renonçait à prendre Marty sur le fait, ce dont il avait besoin. Il décida d'écouter la conversation pendant quelques minutes supplémentaires. Je me sens beaucoup mieux, dit Samantha qui continuait à jouer son rôle. Je veux que tu fasses attention à toi. Tu transportes un trésor?
Je sais bien. Viens donc t'asseoir. Que pouvait-elle dire? Il était 23h47. Elle se dirigea lentement vers le lit, puis, en un éclair, se souvint. Un instant, je n'ai pas fermé la porte. Je l'ai fait. Tu es sûr? Absolument. Je l'ai fait après le départ de Tom. Je préfère vérifier. Mais Sam, je t'assure que j'ai fermé ce verrou. Je me méfie. As-tu entendu ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Tu sais, Madame Klein, de l'étage au-dessus, a été agressée dans son appartement et cambriolée. Samantha soupira en bonne actrice qu'elle était. Elle n'avait pas fermé son verrou. Bien, je vais voir. Marty, cesse de me traiter comme si j'étais malade. Je suis simplement enceinte, ajouta-t-elle avec un sourire. Il ne bougea pas. Samantha alla jusqu'à la porte et ouvrit le verrou comme le lui avait recommandé l'inspecteur. Pour Crosswade, qui écoutait cette conversation, Samantha était une sorte de sainte. 23h48. Samantha revint dans la chambre et s'assit aux côtés de Marty. C'était risqué, mais elle avait l'intention de maîtriser la situation. Maintenant que la porte était ouverte, Crosswade pouvait intervenir en quelques secondes. Marty semblait perdu dans ses pensées. Il n'avait toujours pas pris de décision. À quoi penses-tu? Je cherche de prénom. C'est un peu tôt, non? Dit Samantha. Mais c'est un tel plaisir. Si c'est un garçon, je l'appellerai Martin Everett Jr. J'y tiens. Ça me plaît. Je pourrais ainsi commencer une tradition familiale. Et si c'est une fille? Aucune idée. Pourquoi pas le nom de ta mère? Suggéra-t-elle. Non, pas le nom de ma mère, dit-il en se contractant. Je ne l'ai jamais aimée. Samantha saisit de ce nouveau signe. Marty venait de quitter la réalité. C'était une question de minutes, peut-être même de secondes. Crosswade eut la même pensée. À 23h49, il alla se poster en compagnie de Loggins et d'un troisième policier derrière la porte de Samantha, prêt à intervenir. Ils suivaient maintenant tous les trois la conversation à l'aide de petits écouteurs. Et si on lui donnait le nom de ma mère? Proposa Samantha. Pourquoi faudrait-il lui donner le nom de l'une de ses grand-mères? Je propose de l'appeler Ruth Lénore. C'est très beau. Tu viens juste de trouver ce nom? Non. Mon père a toujours dit qu'il aimait beaucoup ce prénom et que s'il avait une fille, il l'appellerait Ruth Lénore. Eh bien, c'est d'accord. Si nous avons une fille, nous l'appellerons ainsi. C'est papa qui aurait été content. C'était vrai. Il avait tant désiré avoir une fille qui s'appellerait Ruth Lénore. Et pour Samantha, c'était une nouvelle indication. Marty était devenu le petit garçon qui adorait son papa. 23h51. Ah, c'est vraiment triste, reprit Marty. Que papa ne puisse avoir la chance de connaître sa petite fille. Oui, c'est dommage qu'il soit mort si jeune. Il aurait été très gentil avec sa petite fille. Marty avait un regard vide, donnait l'impression d'être dans un autre monde. Il parlait en fait de son vrai père, le père de Frankie Nelson, et non de celui qu'il avait inventé de toutes pièces au cours des récits qu'il faisait à Samantha. Je suis sûre qu'elle aurait été la petite fille la mieux élevée de la ville. Papa s'en serait occupé. Samantha était de plus en plus effrayée par le regard de Marty et par son monologue morbide. Elle vérifia que la bombe paralysante était bien à sa place, puis s'approcha à nouveau de la lampe de chevet. Il était 23h52. Dehors, sur le palier, Crosswade était convaincu que l'heure était arrivée et demanda à Loggins et à l'autre détective de se préparer à intervenir. Ouais, papa lui aurait acheté des robes et des rubans. Papa a toujours été si gentil avec moi. T'ai-je parlé de la fois où il m'a fait traverser tout le square sur son dos? Non, il l'a fait. Et pourtant, il avait mal au dos. Mais il voulait me faire plaisir. Maman n'était pas avec nous. Elle ne venait jamais au square. Et papa, lui, aimait bien. C'est comme les trains électriques. Il les adorait. Mais c'était difficile d'en acheter. Les temps étaient durs. Je sais, tu m'en as déjà parlé. 23h53. Il m'en a acheté des trains malgré cela. Les mêmes que ceux que j'ai là. Les plus beaux.
Papa voulait que je me dépêche d'aller à l'université. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été là pour la remise des diplômes. Il se tut, regarda sa montre plusieurs fois, puis dit: Viens ici. Samantha ne bougea pas. Viens donc près de moi. Cresswell posa la main sur le bouton de la porte. Samantha resta toujours immobile. Ben, tu as peur de moi demanda-t-il en s'approchant d'elle. Elle jeta un coup d'œil à la lampe. Marty la prit dans ses bras. 23h54. Il la garda ainsi contre lui pendant 1 minute sans dire un mot. 23h55. Ah, papa aurait aimé voir notre bébé, j'en suis sûre, dit-il avant d'aller s'enfermer dans la salle de bain. Samantha entendit l'eau couler pendant un certain temps, puis Marty ressortit et revint vers le lit, regardant en direction de son attaché de Casey. Elle était prête à prononcer les mots qui donneraient à Cresswell le signal d'intervenir. 23h58. Marty sourit à Samantha et l'embrassa. Merci pour cette merveilleuse soirée et pour le bébé. 23h59. Sans un mot de plus, il se coucha et ferma les yeux. Samantha n'arrivait pas à y croire. Le 5 décembre appartenait au passé. Martin Everett Shaw en avait décidé ainsi. Chapitre 19. Samantha ne pouvait détourner son regard de Marty, puis elle jeta un coup d'œil à l'horloge qui se trouvait sur le bureau. Il était 00h01. C'était terminé. Tous les muscles de son corps se détendirent. Elle eut l'impression de revenir à la vie. Les espoirs vagues qu'elle avait eus pendant ce cauchemar étaient bien fondés. Marty n'était pas un meurtrier. Elle ne savait toujours pas qui il était, mais elle venait d'avoir la confirmation qu'il n'était pas ce pathétique petit garçon d'Omaha. Spencer Cresswell n'avait pas seulement reçu le mauvais dossier médical, il avait été victime d'une autre erreur. Certes, il y avait des similitudes, notamment entre cette chambre et celle d'Omaha, mais les similitudes étaient parfois trompeuses. Cresswell lui-même le lui avait déjà dit. Elle ne pouvait pas tout expliquer pour le moment, mais elle avait eu moins une certitude. Elle était allongée aux côtés d'un homme innocent qui, ce 6 décembre à l'aube, n'était qu'un futur papa impatient. Les 3 inspecteurs étaient toujours derrière la porte, déconcertés. Cresswell était heureux pour Samantha, mais dut bien reconnaître que le schizophrène à date fixe lui avait bel et bien échappé. Je comprends pas, chuchota-t-il à ses collègues. Tout prouvait que c'était lui. Tout était donc faux. Ouais, c'est possible. Et peut-être aussi a-t-il décidé de s'arrêter de tuer et de sauter 1 an. Peut-être n'est-ce pas lui, suggéra Luggins. Effectivement, dans ce cas, une jeune femme a été assassinée quelque part ce soir. Et j'en porte la responsabilité. C'est faux, dit Young. Mais si, j'en porte la responsabilité, sergent. Et demain, il nous faudra repartir de zéro. Retour à la case départ. La poignée de la porte tourna sous leurs yeux. La porte s'ouvrit. Samantha fut nullement étonnée de voir les inspecteurs regroupés derrière sa porte, mais elle fut surprise de voir Young. J'ignorais, dit-elle en le regardant. J'ai tenu à être présent. Je n'ai aucune réponse à vous proposer, lui dit Cresswell. Moi non plus, répondit-elle en le serrant dans ses bras. J'ai le sentiment d'avoir bien mal fait mon travail. Je présente toutes mes excuses. Les 2 autres inspecteurs se retirèrent par discrétion. Je sais bien que vous avez fait votre possible. Qui sait ce qui se passe dans la tête de Marty? Comment vous sentez-vous? Soulagée, énormément soulagée. Mais je ne sais toujours pas qui est mon mari, et je vais avoir un enfant avec lui. Je suis sûre que vous aurez bientôt la réponse. J'espère que vous en serez heureuse. Merci beaucoup. Nous allons partir, mais nous sommes toujours, comme je vous l'ai dit, à votre disposition. Je dois résoudre ce mystère. Bonne chance, dit Samantha en lui tendant la bombe. Bonne chance, madame. J'attends le faire-part de naissance. Samantha fit ses adieux aux autres policiers. Elle se sentait très proche d'eux et avait avec eux des liens émotionnels qui unissaient toujours la victime aux personnes qui s'occupaient de son cas. Elle traîna quelques instants sur le palier, puis rentra en silence chez elle. Samantha jeta un coup d'œil circulaire sur l'appartement endormi. Elle aurait aimé savoir au début de la soirée ce qu'elle savait maintenant. Elle aurait passé un meilleur moment.
aurait retrouvé les liens qui l'attachaient à Marty, n'aurait fait qu'un avec lui, en dépit du secret impénétrable qui planait toujours sur son passé, a été soulagée de savoir qu'il ne voulait pas la tuer. Elle regagna la chambre, se pencha sur le visage de son mari. Il semblait détendu, heureux. Sa respiration était régulière, son corps immobile. Il rêvait probablement. Marty avait toujours beaucoup rêvé. Il imaginait sûrement le bébé, les promenades dans Central Park au milieu des balançoires et des bacs à sable, son premier jour d'école, les entrevues avec ses professeurs. Marty serait heureux d'être père. Cela remplacerait la famille qu'il n'avait jamais eue. Samantha recommençait à croire que son passé était noble, malgré le mystère qui l'entourait, et que tout serait éclairci le jour où il aurait son enfant sur ses genoux. Elle se déshabilla et enfila la chemise de nuit bleue qu'il préférait. Avant de se coucher, elle alla à son bureau et lui écrivit un petit mot. Nous t'aimons très fort tous les deux. Elle le posa sur la table de nuit pour être sûre qu'il le trouverait à son réveil. Samantha se glissa alors dans son lit, la chaleur de Marty la réconforta. Bonne nuit, murmura-t-elle sans attendre de réponse. Dehors, les bruits de la ville s'endormaient aussi. Elle repensa à Spencer Crosswade et au sergent Wade. Ils étaient sans aucun doute déçus de ne pas avoir arrêté le coupable. Mais son esprit s'attarda plus sur la disculpation de Marty et les promesses qu'elle représentait pour l'avenir. Minuit 16. Samantha s'assoupit. Chapitre 20. À minuit 35, Martin Shaw ouvrit les yeux. Il ne s'était pas endormi. Il avait attendu le moment exact. Il avait pris sa décision et rien ne pourrait plus l'arrêter. Lentement, il se leva et sortit de la pièce. Samantha, qui n'avait pu trouver le sommeil, elle non plus, l'observa du coin de l'œil, pensant qu'il était attiré dans la cuisine par l'une de ses petites fringales nocturnes. Merci pour le suivi, c'est gentil, Mickey. Elle décida de ne pas le déranger dans ses pensées et dans ses rêves. Puis elle l'entendit entrer dans le salon. Marty sortit ses trains électriques du placard, les installa sur le sol et les mit en marche. Samantha ne comprenait plus. Que se passait-il? Peut-être essayait-il simplement de tromper son insomnie en jouant avec ses trains comme d'autres hommes auraient lu un livre ou se seraient plongés dans leur collection de timbres. Elle se dit que c'était sans doute bon signe que Marty s'amusait, qu'il pensait probablement au bébé en regardant ses trains. Marty était fasciné par le spectacle qu'il avait devant lui. « Aimes-tu mes trains, papa » murmura-t-il. « C'est pour toi que je fais cela. » Il revint dans la chambre d'un pas lent et vérifia que Samantha était endormie. Elle resta immobile, tenant à lui préserver cet instant d'intimité. Il prit alors son attaché-case sous le lit et en sortit la cassette vidéo du journal télévisé de Doug Edwards. Samantha ne s'en étonna guère. Il achetait souvent des cassettes pour le magnétoscope. Puis il retourna dans le salon où elle entendit pousser des meubles sans savoir qu'il bougeait en fait le vieux téléviseur qui avait été remisé dans un coin pour la soirée. Samantha entendit le bruit de la mise en marche du magnétoscope mais ne s'inquiéta toujours pas. Marty aimait regarder des films à toute heure. Puis elle entendit une voix d'homme qui parlait d'un débit régulier comme s'il lisait des nouvelles. Elle reconnut cette voix mais ne fut pas capable de l'identifier. C'était une voix qu'elle avait entendue il y a très longtemps. Douglas Edwards, voilà! C'était lui, elle en était sûre. Elle se souvenait très bien de son émission sur la chaîne CBS dans les années 1950. Elle le regardait de temps en temps avec ses parents quand elle était petite. Mais pourquoi donc Marty visionnait-il une vieille émission de Doug Edwards? Ce n'était pas le genre à aimer les documentaires historiques. Il avait peut-être acheté cette cassette comme une relique des débuts de la télévision ou pour s'en inspirer dans un but professionnel. Mais pourquoi regardait-il la télévision tout en faisant rouler ses trains? Samantha était fatiguée et se dit que Marty était agité par les récents événements heureux qu'il venait de vivre. Il était absorbé dans la contemplation de son émission. Il se souvenait du ton calme et direct de Doug Edwards ce soir-là. Tout était en place. Les trains étaient en marche. Doug Edwards passait sur le modèle 30. Marty vérifia les derniers détails.
Il tomba sur le portrait de Samantha que Len Ross lui avait offert de la part du personnel. Qu'avait-il à faire de cela? Il alla le mettre hors de sa vue et de sa portée, dans la cuisine. Il était maintenant prêt pour le dernier grand rituel avant l'acte. Il revint lentement dans la chambre. Samantha faisait toujours semblant de dormir. Marty vint près d'elle et saisit le réveil qui était posé sur sa table de nuit. Samantha ouvrit délicatement un œil pour l'observer. Marty recula l'heure du réveil exactement d'1 heure. Il remit le réveil à 23h48. Il revint au 5 décembre. La panique figea Samantha. Marty prit alors l'horloge qui se trouvait sur son bureau et recula la date d'1 jour. Samantha le vit passer du 6 au 5. Pourquoi? Que se passe-t-il donc dans sa tête? Il erra dans l'appartement, s'arrêta plusieurs fois. Samantha comprit qu'il reculait toutes les horloges, qu'il remontait le temps. Il revenait au 5 décembre. Elle tenta de se raisonner, de se convaincre qu'il ne faisait rien de grave, que c'était là une petite lubie sans conséquence. Elle resta dans son lit, paralysée par la peur. Marty contemplait avec satisfaction ce qu'il venait de faire. Tout était en place, comme cette nuit du décembre 1952, bien plus fidèlement qu'à l'occasion de ses précédents crimes, qui avaient dû avoir lieu à l'extérieur. La mise en scène était parfaite. J'espère que tu es fier de moi, papa. Cette fois, il parla à voix haute. Samantha l'entendit distinctement. J'ai fait tout ce que j'ai pu, papa. Tu entends l'émission de Doug Edwards, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu l'entends. Et les trains aussi. Les mêmes que ceux que tu m'as offerts. Je les ai installés comme tu me l'avais fait. Samantha décida d'aller voir ce qui se passait dans le salon. Tout est exactement fidèle, papa, poursuivit Marty. J'ai fait tout mon possible. Que se passe-t-il? Demanda Samantha. Marty la regarda fixement sans répondre. Dis-moi ce qui se passe, insista-t-elle. Marty jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était 23h53. Ses lèvres se mirent à bouger, sans laisser échapper aucun son. Il avait une expression bizarre, indécise, puis il se mit à parler d'une voix douce et gentille, presque respectueuse. Je trouverai du travail, dit-il. Mais Marty, tu en as déjà un? Répondit Samantha. Tu diriges une société? Que t'arrive-t-il? Je tenais à lui offrir ses trains. Ça faisait si longtemps qu'il en avait envie. Qui donc, Marty? Pas devant les enfants, Alice. Mais qui, Alice? De quoi parles-tu? Frankie adore les trains. Frankie? Samantha, en un éclair, se souvint que Frankie Nelson était le nom de ce petit garçon d'Omaha, qui, d'après Croswell, était devenu un assassin à date fixe. C'était donc vrai. Il n'y avait plus aucun doute. Marty était Frankie. Elle avait devant elle Frankie qui se replongeait dans le passé, dans cette journée horrible du 5 décembre dont il était prisonnier. Il avait reculé l'heure et la date. Pour lui, c'était le 5 décembre. Il allait la tuer, Samantha en était sûre, et la police ne la protégeait plus. Elle était seule avec lui. Je suis un bon à rien. J'ai juste besoin de souffler un peu. Mais qui a dit que tu étais un bon à rien? Pas devant les enfants, Alice! Peut-être devait-elle crier. Non, cela affolerait Marty. Il en terminerait avec elle avant même que des secours n'arrivent. Et si elle se précipitait vers la porte, il réussirait à l'attraper? Non, elle devait essayer de se défendre toute seule. Les enfants vont découvrir la vérité à ton sujet, Alice. Où as-tu passé la nuit? Marty, que dis-tu? Pas devant les enfants, Alice! Non, jamais, Marty. Viens avec moi dans la chambre, ordonna-t-il. Pourquoi? Viens avec moi! Samantha jeta un coup d'œil à la porte. Marty lui barrait la route. Il ne la laisserait jamais passer. Elle le suivit dans la chambre. Je me débrouillerai pour l'argent des trains. Mais bien sûr. L'attaché case n'était plus sous le lit. Marty l'avait sorti pour prendre la cassette. Il était maintenant posé contre la table de nuit. En un éclair, il saisit le marteau et la chaîne. Non! Cria Samantha en courant vers la porte. Marty fut plus rapide qu'elle et lui barra le chemin. Samantha se débattit de toutes ses forces. Ne fais pas cela! Je veux que tu restes ici! Ah, pardon. Fais pas cela, je veux que tu restes ici, maman!
Je ne suis pas maman, je suis Samantha. Marty ne répondit pas et leva le marteau. Samantha poussa un hurlement et lança la lampe sur lui. La pointe de métal le blessa au bras. Tu n'es pas gentille, maman, dit Marty en voyant le sang jaillir. Une gentille maman ne doit pas faire mal à Frankie. Tu n'as jamais été gentille. Il se rapprocha d'elle. Samantha se protégea derrière les meubles. Elle parvint à saisir un réveil et tenta de le remettre à l'heure. Nous sommes le 6 décembre, Marty le 6. Mais Marty lança le marteau et réussit à faire échapper le réveil de ses mains. Il tomba sur le sol avant qu'elle ait pu changer l'heure. Elle tenta alors de fuir dans la cuisine. Il y avait des couteaux dans la cuisine. Des couteaux. Pas devant les enfants, Alice, répétait-il inlassablement. C'est trop tard, Marty. Nous sommes le 6 décembre. Tu ne peux rien changer. On ne peut pas remonter le temps. Tu ne peux pas me tuer. C'est trop tard. Pas devant les enfants, Alice. Samantha ouvrit le tiroir des couteaux. Elle fut effarée. Il n'y avait pas de couteau. Ils avaient tous été utilisés au cours de la soirée et rangés dans le lave-vaisselle qui se trouvait près de Marty. Samantha n'avait plus d'espoir, c'était fini. Marty s'approchait lentement d'elle, elle recula contre la table, trop effrayée pour crier. Papa, dit-il avec un sourire grimaçant. C'est pour toi. Il leva le marteau au-dessus de sa tête. Tout à coup, un bruit sourd retentit derrière lui. Samantha vit un éclair, puis entendit un bruit assourdissant suivi d'un long gémissement. La grimace de Marty se figea. Il s'effondra. C'est fini, dit Crosswade en rangeant son revolver. Je suis désolé que cela soit terminé ainsi. Samantha entendait à peine. Elle était toujours assourdie par le coup du revolver. Le choc l'avait paralysée, anéantie. Crosswade, d'un geste affectueux, la fit sortir de cette chambre des horreurs. Elle vit au passage son portrait qui avait éclaboussé du sang de Marty. Ses cheveux, qui avaient symbolisé l'obsession de Marty, étaient tout ensanglantés. Asseyez-vous, lui dit Crosswade. Essayez de vous calmer, tout danger est écarté. Il arrêta les trains, éteignit le vieux téléviseur. Les reliques du passé de Marty devinrent inanimées. Comment avez-vous deviné demanda Samantha. Certains appellent cela le flair du détective, expliqua Crosswade. Salut. Oh, merci pour le suivi, c'est gentil. En rentrant chez moi, j'ai regardé l'heure machinalement. Tout à coup, il m'est apparu que nous étions le 6 décembre ici, mais qu'à Omaha, dans le Nebraska, le seul endroit qui comptait dans cette affaire, c'était toujours le 5. Ils ont 1 heure de décalage horaire là-bas. Marty vivait à New York, mais ce jour précis fonctionnait selon l'heure d'Omaha. Il a reculé toutes les pendules, murmura Samantha. Ouais, il les a mises à l'heure d'Omaha. Votre mari désirait accomplir une vengeance parfaite. Il a tenté de reproduire aussi fidèlement que possible la nuit du cauchemar qu'il a vécu le 5 décembre 1952. J'espère que t'es bien. Oui, je suis bien. Ce n'est pas Marty qui a voulu me tuer cette nuit, dit Samantha d'une voix faible. C'est Frankie. Absolument. J'aimerais toujours Marty. Je l'espère, dit Crosswade avant de téléphoner au médecin légiste. C'était terminé. La terreur du schizophrène à date fixe avait pris fin. Épilogue. Les obsèques de Marty eurent lieu 4 jours plus tard. Il n'avait laissé aucune instruction, mais Samantha savait qu'il aurait aimé être enterré à Omaha. Elle fit donc transporter sa dépouille et le fit enterrer dans le cimetière où il se rendait si souvent près de son père, sous son vrai nom, Frankie Nelson. Et pas de souci. Samantha veilla également à faire réparer et nettoyer la tombe de son père. Elle avait invité les amis de Marty à l'accompagner à Omaha, mais comprit que le prix du voyage et le scandale qui avait entouré le décès étaient très dissuasifs. Oh, thank you very much. Un seul ami accepta son invitation, Tom Edwards, l'ami de toujours, l'épaule sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Ce fut lui qui prit toutes les dispositions avec les pompes funèbres d'Omaha, régla les questions administratives et commanda les fleurs. Partout, on pensait qu'il était un proche parent de Samantha.
Dans les mois qui suivirent le décès de Marty, certains des amis de Samantha l'évitèrent comme si elle avait pu être contaminée par cette schizophrénie, dont les journaux avaient fait largement état. Lynn elle-même se cantonna dans une politesse prudente. Seul Tom était dévoué et attentionné. Il rendit visite à Samantha tous les jours, l'invita à dîner, au cinéma, au théâtre. Il l'accompagna même chez le médecin lorsque la date du terme approcha. Tom et Samantha demeurent très proches. You're listening, m'écouter pendant que tu travailles. Pour Samantha, Tom remplaçait le Marty d'avant Frankie, ce Marty à qui il ressemblait tant. Elle était heureuse de pouvoir garder ce souvenir vivant du Marty qu'elle avait tant aimé. Le bébé, un garçon, naquit à terme. Sur les conseils de Tom, il fut prénommé Martin Everett Jr. Après la naissance, les liens qui unissaient Tom et Samantha se renforcèrent. Ils se voyaient 3 ou 4 fois par semaine pour promener le bébé. L'inévitable se produisit alors. 14 mois après la mort de Marty, Tom et Samantha se fiancèrent. La veille de leur mariage, Tom dit à Samantha qu'il voulait aller se recueillir sur la tombe de Marty. Il désirait rendre seul cet hommage à son grand ami. Samantha en fut très émue. Il n'en aima que plus. Elle respecta son désir d'être seule. Par un jour glacial et triste, il se rendit à Omaha. Il se recueillit devant la tombe de Marty et prononça les mots suivants. Je pense à toi tous les jours. Personne ne sait que nous étions l'un pour l'autre. Personne ne le soupçonne. Je vais bientôt l'épouser. Et je poursuivrai ton action. Je ferai ce que tu voulais faire pour toi et pour papa. Aucun souci, t'inquiète. Je t'en fais le serment solennel. Le 5 décembre approche. Elle ne sera pas cette fois. Elle ne pourra y échapper. Repose en paix, mon frère. Puis il quitta le cimetière. 2 semaines plus tard, Samantha Shaw épousa Tom Edwards. Le lendemain du mariage, Tom prit le train pour le Queens, y acheta un marteau et une chaîne. Je vous remercie à tous pour votre présence. Mister M, j'ai le compte YouTube si tu veux. Il y a toute l'histoire. J'ai fait 3 livres. Donc j'ai lu 3 livres, demain j'en attaque un autre. Du coup, si tu veux écouter un peu de français, comme tu me dis. Je sais pas si j'ai mis le lien là-dedans. Sinon, tu me verras juste une grâce. Voilà. Je te souhaite une agréable soirée du coup. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous remercie pour votre présence. Et on se retrouve demain pour un nouveau livre. Bisous, bisous.